Janvier est le premier chapitre d'un livre de 365 pages que nous vous invitons à feuilleter tous les dimanches soirs du côté de Canal Algérie pour de nouvelles aventures de Culture Club. Bonsoir à tous, et bien justement, je vous parlais de cet objet de désir et de plaisir qu'est le livre. Et bien il sera justement dans tous les sens du terme l'ossature de l'émission de ce soir, étant donné qu'il sera question de palabres algéroises, conversation sur l'architecture, de deux grands curieux, des questions générales, des questions culturelles en général et architecturale en particulier. Il s'agit de l'Arbi Merhoub. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes considéré comme un des plus brillants architectes de votre génération, lauréat de plusieurs prix. On va en citer quelques-uns. Prix d'architecture nationale en 99, en 2004, mais également en 2012. Aujourd'hui, Palabres algéroises, vous nous avez caché votre don d'écriture et votre psychanalyse qui a été justement, parce que c'est une véritable psychanalyse de groupe que nous allons provoquer ce soir, mais le psychanalyste n'a été autre que votre acolyte, qui n'est autre que, Habib Benkoula. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes architecte, enseignant en histoire et en théorie de l'architecture au département d'architecture d'Oran. Comment est-ce que vous avez pu, pendant des mois, faire parler ce trublion de l'architecture qui est l'Arbi Merhoub? Comment est-ce que vous l'avez situé? Parce qu'il y a eu, je parlais en début d'émission d'une véritable psychanalyse architecturale. Et bien justement, vous avez joué ce rôle pour pouvoir le faire parler, le faire réagir sur son rapport à la vie, sur son rapport à la ville, sur sa vision de l'architecture, comme le disait si bien le regretté cet urbaniste urbain qui nous a quittés il y a quelque temps à la Chite Zibou Médienne, qui me disait en ces termes-là, à travers un très bel ouvrage, Bidonville contre Bétonville. Où on en est où aujourd'hui? Eh bien justement, nous en parlerons. Vous allez essayer de répondre à cette question et bien d'autres aujourd'hui, certainement pas pour psychanalyser l'animateur. En demandant à notre invité central, Arbi Merhoub, justement la fonction de notre troisième invité, il m'a dit tout simplement Karim Amiti, c'est un architecte d'exception, au sens propre comme au sens figuré. Il s'agit de Karim Bouchenfouf. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes cet architecte d'exception, comme le disait Arbi Merhoub. Vous avez travaillé sur la réhabilitation des immeubles d'Alger depuis 2017. Qu'est-ce que ça a changé? Y a-t-il une forme de changement ou de stagnation en matière d'architecture en général et de la réflexion et de la réhabilitation de notre immeuble, de nos immeubles du moins, et d'Alger en particulier? Votre rapport à Alger est assez... nous sommes avec vous dans une forme de relation passionnelle, comme l'Arbi Merhoub. Hein. Je t'aime et je te déteste, moi aussi. Eh bien, moi non plus. Quatrième des derniers invités pour l'aventure de ce soir, c'est Akli Amrouche. Bonsoir. Bonsoir. Et voilà qu'on se retrouve. Vous êtes architecte urbaniste, directeur de la maison d'édition Alternative Urbaine, qui est une maison d'édition qui est entièrement consacrée aux architectures. Et pas que, vous êtes également le directeur de Vie de Ville, ce magazine qui a complètement disparu malheureusement des kiosques parce qu'il est passé en version digitale. Avec vous, nous parlerons bien sûr de la Charrette d'Or qui récompense les meilleurs projets d'architecture. On en est où de tous ces projets qui ont été récompensés ces dernières années? Et avec vous, nous ferons également le point sur Builders Confluence, qui réunit d'une certaine façon toute la grande famille de l'architecture, que ce soit physiquement, mais également virtuellement. Merci d'être avec nous, Akli Amrouche. Et merci de votre fidélité également à Culture Club. Je vous le disais au sommaire de l'émission, Palabres algéroises, conversation sur l'architecture qui a réuni Habib Benkoula et l'Arbi Merhoub. C'est paru aux éditions Barzakh. Rebonsoir l'Arbi Merhoub. Si nous revenions dès le départ sur la genèse de ce projet, donc justement d'écriture, de conversation sur les architectures palabres algéroises, j'ai l'impression, parce que je l'ai répété deux fois, une forme de psychanalyse entre un architecte et un autre, deux grands passionnés d'architecture. Une discussion accidentelle, peut-être pas, qui aura duré d'abord de longues heures et surtout de longues semaines avant de décider de venir à l'architecture et de vous laisser aller en fin de compte. Oui, effectivement, c'est une histoire assez particulière. C'est-à-dire que c'est effectivement une discussion qui a duré pas mal de temps, souvent sous forme de textos,
Et en fait, ça a démarré avec une question, alors que je travaillais sur un concours d'architecture, une question que m'a posée mon ami Habib, qui vit à Oran et travaille à Oran. Et à la réponse assez élaborée que je lui ai faite, il s'en est suivi une deuxième question. Et puis, au bout de la deuxième question, il y en a eu une troisième. Après, il y a eu comme ça des cycles de questions-réponses qui s'est installé sur les questions liées à l'architecture, puis un peu plus que l'architecture, l'urbanisme, puis un peu plus l'urbanisme, la société, et puis un certain nombre d'enjeux sociétaux, économiques qui touchent la ville. Et donc, ça s'est fait de manière tout à fait naturelle, ça se fait de manière tout à fait simple. Et au bout d'un certain temps, on avait quand même échangé pendant quelques mois. Il avait, lui, avec son talent d'organisateur, comme il est enseignant, et donc il a cette capacité-là de synthétiser, de mettre les choses dans l'ordre. Il m'a dit, écoute, j'ai organisé, j'ai mis des petits titres, des chapitres, et ça a l'air de tenir comme un ouvrage, pas un ouvrage de référence, mais comme un ouvrage qui témoigne d'une période de ce métier-là en Algérie. Et ça serait intéressant de le proposer à un éditeur pour voir dans quelle mesure ça peut être publiable. Et ça, c'était en 2016, dois-je le rappeler à nos téléspectateurs. C'était en 2016, et j'avais envoyé le tapuscrit à mon ami Sfen Hadjaj des éditions Belzer. Et finalement, au bout de quelques temps, il m'a dit effectivement, ils avaient en projet de lancer une série de livres sur l'architecture et sur l'urbanisme, et ça tombait bien que... Parce que Sfen Hadjaj est lui-même... Et lui-même de formation architecte, exactement. Et voilà, c'est comme ça qu'est née cette aventure. Bon, entre le moment où on l'avait ficelé et le moment où il a été publié, il s'est passé quelques années. Et donc, voilà. Donc c'est vraiment une histoire... En fait, c'est la question essentielle, c'est quoi être architecte aujourd'hui, en Algérie d'aujourd'hui, c'est quoi l'architecture, c'est quoi l'urbanisme, c'est quoi les espaces que nous vivons, qui nous fabriquent. Quel est notre rapport à ce patrimoine Quel est notre architectural, rapport à ce patrimoine? On a souvent également parlé, ici même sur le plateau de Culture Club, sur l'urgence de se réapproprier notre patrimoine, mais de quelle façon? Et depuis la promulgation justement de cette loi de 1995 qui donne la liberté aux architectes d'ouvrir leurs espaces, est-ce que réellement la fonction c'est, comment dire, a évolué ou stagné? Eh bien justement, nous allons y revenir tout au long de l'émission de ce soir. Dans votre livre, Palabres algéroises, je le rappelle encore une fois, vous êtes dans une forme de revendication identitaire. Quand vous écrivez « Je suis architecte et algérois des premières années de l'indépendance, celle de l'euphorie et de la désinvolture. Ça me donne tous les droits, celui de fabriquer ma vérité lentement mais sûrement, à mon rythme, avec mes mots et même d'autres mots que je chaparde, sans scrupule, ici et là, chez tous ceux qui me font vibrer. Et le Habib Benkoula est de cela. Il a l'angoisse sincère, la curiosité saine et un voyeurisme touchant. Je n'ai jamais vraiment compris ces questions aux tournures complexes, mais il a chaque fois eu la délicatesse d'accepter mes réponses. Oui, c'est vrai, vous avez, bon, on le découvre, Habib Benkoula, il a des tournures de phrases assez sophistiquées, mais il a une espèce de précision de scalpel dans les questions qu'il pose. Et il a ce talent de déclencher, chez moi comme chez beaucoup de gens qui discutent avec lui, une espèce d'un raisonnement assez... voilà, on va aller chercher la réponse, il faut la travailler, il faut la formaliser, il faut lui donner une consistance. Et ça, c'est aussi un travail de vérification qu'on fait sur nous-mêmes. Ce que nous faisons comme métier, c'est pas uniquement aligner des poteaux et aligner des murs, c'est fabriquer du sens, c'est prendre le risque de rendre heureux les gens, et c'est aussi laisser des traces, et c'est aussi s'installer dans une histoire et dans une société. Donc c'est une entreprise qui est assez complexe, pour laquelle, j'allais dire, il est plus intéressant de réfléchir sur les questions qu'on se pose que sur les réponses qu'on apporte. Et Benkoula fait partie de ces questionneurs géniaux. Alors justement, vous dites que depuis le début de mes études jusqu'à ce que je commence à enseigner en 2005, la même interrogation m'a taraudé. Comment se fait-il que nos enseignants aient un recours excessif à la production architecturale étrangère et occidentale en particulier? Cette interrogation m'a hanté de longues années. Je ne comprenais pas que cette attitude didactique qui s'éprenait de modèles construits sur un fond social, culturel, économique, technologique, mais aussi politique, qui n'avait absolument rien à voir avec nos réalités.
Mais quelle est la réalité algérienne de l'architecture aujourd'hui, en 2026, l'Habib Rahoum? Alors, il faut un peu se rappeler que le métier d'architecte, tel que nous l'entendons aujourd'hui, il est jeune. C'est-à-dire que le métier d'architecte libéral qui prend toute la liberté et donc toute la responsabilité de dessiner un bâtiment ne date que de 95 ou 96 à l'occasion de la remise en place de l'institution de l'ordre des architectes. Pendant longtemps, c'est un métier qui a été plutôt pratiqué par des structures publiques, dans des structures publiques. Et donc, cette espèce de liberté retrouvée en 95 a mis la lumière sur une profession qui s'est organisée petit à petit, donc qui a commencé par être revendicatrice absolument, parce qu'il faut quand même cerner, entourer, protéger l'espace et le territoire de l'architecte. Et c'est un métier qui ne se fait pas à côté de la vie réelle, parce que nous touchons à des enjeux économiques, des enjeux sociétaux, des enjeux politiques. Et donc nous sommes dans un frottement permanent avec la réalité de ce pays. Après, la question qui se pose pour nous, et c'est pour ça que ce bouquin a cet intérêt au moins, c'est de témoigner sur une vie d'architecte libéral, parce que effectivement, il n'y a pas beaucoup d'espace. Il n'y a pas beaucoup de témoignages sur ce métier. J'avais envie non seulement de parler de ce métier, de comment je le fais, mais à partir de là, de citer plein de noms de gens qui ont compté dans ce métier-là, et pour la plupart qui nous ont quittés, une pensée pour Rachid Sidi Boumediene, il fallait quand même raconter que ce métier a eu ses hommes et ses femmes, et a eu j'allais dire, sa partie euphorique et sa partie de désillusion, et que c'est un métier vivant, et que c'est plus un témoignage, et plus un concentré de questions que je me pose, que beaucoup d'architectes se posent, du moins ceux de ma génération, parce que je pense qu'ils parlent aussi d'une génération d'architectes, qui sont arrivés donc avec la loi sur l'architecture, qui sont arrivés aussi avec les événements du 5 octobre, le multipartisme et l'ouverture politique, et donc toute la société qui s'est mise à s'interroger sur sa situation et sur son avenir, et aussi à un moment où même l'enseignement de l'architecture, à l'époque du moins, a commencé à poser des questions fondamentales sur la ville, sur l'urbanisme, alors que pendant longtemps, il a été plutôt un enseignement techniciste, polytechnique. Et donc, c'est toute cette émulsion et toute cette évolution qui a connu l'Algérie dans les années 80 et 90, qui a fait que mon regard sur l'architecture a été celui-là, et que j'avais pensé qu'il était important, et surtout, ça intéressait au moins Habib Benkoula dans un qui début. nous a donné la parole dans Voilà, ça l'intéressait de comprendre cette alchimie, et donc c'est un peu ça. Et vous rendez hommage à la moudjahida Anis Tener, dont l'engagement et l'intégrité éclairent définitivement, vous disiez, ma raison d'aimer cette terre. À votre ami et premier employeur, Ben Habiles, qui a eu la dignité et le seul soubassement pérenne de l'architecture. À Amaziane Farhani, que nous avons reçu à plusieurs reprises ici dans Culture Club, ce journaliste écrivain insatiable arpenteur d'Alger, mais également à Rachid Sidi Boumediene, dont vous parliez à l'instant. Nous allons revenir à d'autres questions, mais on va cette fois-ci dire bonsoir à Habib Benkoula. Merci d'accepter notre invitation. Monsieur le psychanalyste, parce que cet ouvrage est une longue psychanalyse, de la première à la dernière page. Moi, je pense qu'à travers la lecture de cet ouvrage, on est dans une double question, cette question philosophique et surtout stratégique qui dévoile la mémoire de la pierre. Oui, qui dévoile la mémoire de la pierre, pour moi, c'est un peu trop dire. Mais moi, ce qui m'intéresse par rapport à ce livre, c'est le recul et puis la maturité que j'ai eue depuis sa publication. Parce que je ne pense pas que Marhoum ou moi-même, nous représentions ce livre de la même façon que lorsque nous l'avons fait. D'abord parce qu'il y a des contextes qui ont changé, normal, il y a l'histoire qui avance. Et puis aussi, quand on pratique l'enseignement, on acquiert une maturité par rapport à plein de choses, plein de questions qui pourraient énerver éventuellement les professionnels. En fait, ce qui dérange, c'est un peu ce clivage qu'il y a entre les enseignants et les... Et j'en suis arrivé peut-être à penser, notamment quand tu parles de la pierre, que
l'architecture a attrapé les architectes, un peu comme lorsqu'on attrape la grippe. Et les architectes sont les grands pourfendeurs de l'esprit de l'architecture, pour le dire un peu comme ça, à la façon de Louis Kahn. C'est-à-dire que il y a beaucoup de confusion. Ce livre-là m'a permis de réfléchir sur énormément de choses. En réalité, j'ai fait ma psychanalyse à travers l'Arbi Marhoum. Et ça, c'est fondamental pour moi de le dire. Toutes les questions que je me posais, je les ai posées à Marhoum, mais en même temps, j'ai essayé de trouver absolument les réponses un peu qui correspondent à mes interrogations propres, mon parcours d'enseignant. Et aussi cette question fondamentale qui peut énerver les professionnels, c'est est-ce que l'architecte est obligé de faire construire? La grande question. La grande question, effectivement. Parce que quand on a lu un peu Claude Lévi-Strauss, enfin tous ces grands qui ont travaillé sur les langues, etc., on se rend compte que dans toutes les langues, il y a une telle précision de production des mots que langue et identité ne signifieraient pas toujours la même chose. C'est pas que les deux mots ne signifieraient pas toujours la même chose, deux mots ne signifient jamais la même chose. Un architecte est un architecte et un constructeur est un constructeur. Et la grande arnaque peut-être théorique aussi qu'on fait aux architectes en général, c'est de les qualifier de constructeurs. Et un constructeur construit en général avec ses mains. Et le seul qui a vu les choses, à mon sens, avec beaucoup de clarté, c'est Louis Kahn, architecte américain d'origine estonienne, et qui qualifiait les architectes de faiseurs de construction. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Après, c'est vrai qu'on pourrait aussi se poser la question, et toujours à travers ce livre-là qui m'a donné mais vraiment une quantité de réflexions à faire, c'est pour ça que je ne terminerai jamais de le... Parfois, il me dit, tu en fais trop. Mais... est-ce qu'il comprenait réellement vos questions? Écoute, avec du recul, j'aurais vu mes propres questions, moi-même je ne les aurais pas comprises. C'est vrai que... Pendant des heures sur Viber. Oui. Et pendant des années, j'ai publié des articles dans la presse nationale, et quand je les lis maintenant, je me dis, mais comment se fait-il que j'ai écrit ces choses lourdes, très difficiles à décortiquer, très difficiles à saisir, etc. Et c'est pour cette raison que j'insiste sur les deux éléments fondamentaux, disons à dimension philosophique, c'est le recul et la maturité. Le recul et la maturité sont vraiment fondamentales. Moi, je m'insurge maintenant sur la définition pédagogique de l'architecture que même les professionnels répètent, qui est que l'architecture, c'est l'art de construire. Non. Cette définition, pour moi, convient parfaitement à la période de la Renaissance. Et paraît-il, Alberti est à l'origine de cette définition, mais on n'a jamais trouvé qui a lancé très exactement. Mais au jour d'aujourd'hui, on se rend compte très très bien que l'architecture est loin d'être un art. Et d'ailleurs, ceux qui en ont pris conscience qualifient l'architecture de quelque chose qui relèverait des utilités de l'espace habité. D'ailleurs, maintenant, quand on me pose la question sur l'architecture, comment tu la définirais, je dis que l'architecture est une idée générale et complexe de l'idéalité de l'espace habité. Alors justement, voilà un ouvrage qui ne s'adresse pas seulement aux architectes, mais également aux profanes que nous sommes et que vous êtes également à travers cet ouvrage Palabre algéroise. Bonsoir Kalim Bouchenfouf. En Algérie, depuis quelques années, je ne sais pas si vous seriez d'accord avec moi, mais on parle beaucoup plus d'architecture, donc de construire, et rarement d'urbanisme ou de qualité. D'abord en Algérie, on mélange systématiquement les deux. Architecture et urbanisme, la frontière entre les deux est très floue, très peu de gens font la différence. La raison majeure est même que lorsque les équipes d'urbanistes sont constituées et qu'on y met à l'intérieur des sociologues ou des économistes ou des administrateurs, la personne qui au bout réunit fait le PV, parce que le PV au fond d'une réunion d'urbanisme c'est un dessin. Et le seul dans l'assemblée qui s'est dessiné c'est l'architecte. Et donc au final c'est lui qui fait l'urbanisme. Donc l'une des faiblesses qu'on traîne, effectivement, c'est de ne pas avoir d'urbaniste.
L'urbanisme est fait par les architectes et ils ne sont pas forcément formés pour ça. Et effectivement, donc on a tronqué les bidonvilles contre les bétonvilles, hein, comme le disait si bien Rachid. Bon, la formule est un peu choc, c'est normal. Elle est en partie vraie. C'est vrai effectivement que ces deux espaces ont en commun le fait qu'ils vont générer leurs propres règles de fonctionnement. Ça, c'est commun. Mais la qualité de vie est évidemment très différente. L'Arbi disait tout à l'heure avec beaucoup de raison, les logements qui sont construits aujourd'hui par l'ADL sont des logements de très grande qualité. Prendre un 4 pièces de 85 mètres carrés traversant, c'est un logement de grande qualité. D'ailleurs, la meilleure preuve que c'est des logements de qualité, c'est que souvent les gens réinvestissent des sommes qui ne sont pas considérables et en font de très très beaux logements. Donc c'est des petits problèmes de finition. Les petits problèmes de finition ne doivent pas occulter la qualité globale du logement et la quantité globale de logement qui a été livré. Donc sur le plan de l'architecture, ça marche très bien. C'est quand on rentre dans le domaine de l'urbanisme que ça va moins bien. Effectivement, ensuite, 1000 logements, c'est plus de l'architecture, 1000 logements, c'est une ville. Et on ne peut pas se propre du terme. Absolument. Et donc il faut remettre de la complexité, pas remettre de la complexité, retrouver la complexité sociale, la complexité de notre société, des gens qui vont habiter ce morceau de ce morceau. Cela ne va-t-il pas à un moment donné défigurer notre rapport à la ville, surtout cette image d'Alger, la blanche, hein? Alger n'était pas blanche, paradoxalement, mais ça c'est une autre histoire. On l'a habité par les textes littéraires, par cet imaginaire collectif. Dans l'imaginaire collectif, effectivement. Dans l'ancien Alger, il y avait une grande mixité sociale, et non seulement, et cette mixité sociale était organisée. Et donc chacun s'y. La mixité sociale, il en est également question dans cet ouvrage. Hein. C'était l'une des premières questions posées par Habib Benkoula à l'Arbi Marhoum. Hein. Voilà. Alors, et la mixité sociale, elle ne se retranscrit pas dans les nouveaux programmes de logement. Par définition, parce qu'ils sont égalitaires. Et donc cette mixité sociale, parce qu'elle ne se retranscrit pas, on va perdre nos repères de lecture. On va perdre en lisibilité. À un moment donné, on a souvent provoqué des débats autour, je le disais au sommaire de l'émission, de l'urgence de se réapproprier son patrimoine. Quel est réellement aujourd'hui notre rapport à ce bon vieux bâti qu'est les Moukhenfouf, hein? Alors, il est double. D'abord, il est mythique. Il est mythique. Tout le monde parle des centres-villes de manière générale avec beaucoup de nostalgie. Il est mythique parce que, en tout cas, notre génération, qui est la génération qui l'a bien connue, la dernière probablement, donc au mythe se rajoute la nostalgie, ça c'est indéniable, et se rajoute aussi la difficulté que les gens ont à retrouver de coexistence dans les nouveaux ensembles. Le rapport est double. Si on avait réussi à recréer, de redonner du souffle, de la vie à ces nouvelles réalisations, il est certain que les centres-villes l'auraient... Et notre rapport justement avec cet héritage dit colonial, on en est où en 2026, hein? Alors colonial en partie. D'abord, ils l'ont construit, on l'a repris, il est à nous, le problème ne se pose pas. Je crois que c'est comme... Voilà, ça, il n'y a pas de... ce qui est plus important, c'est que c'est issu... Vous savez pourquoi je vous pose cette question? Parce qu'aujourd'hui, on se pose réellement à la lecture de cet ouvrage Palabra algéroise. Existe-t-il aujourd'hui, depuis les années 60, une architecture algérienne? Oui. Oui, parce qu'en fait, si je vais à côté en Tunisie, dès que j'ai passé la frontière, je sens que je ne suis plus chez moi. C'est plus la même chose. Les rues, les bâtiments sont différents. Même si j'enlève... allez, il n'y a pas de Makash Soukan. Je marche et je vois, ce n'est pas la même chose. Donc c'est bien la preuve, si besoin en était. Si je vais en Égypte, c'est encore plus fort, etc. etc. Je ne parle même pas des pays européens. Donc c'est évident qu'on a une identité. Cette identité... Comment vous la définiriez, cette identité architecturale algérienne? Elle n'est pas définie. Elle n'est pas définie parce que ce n'est pas moi qui la définis. Cette identité résulte de l'acceptation des gens qui y vivent. Et cette acceptation n'est pas encore complète. Ce n'est pas fini. C'est un peu comme dans la maison, le peintre n'est pas encore tout à fait passé, le cuisinier n'a pas encore passé le poignet, et donc madame n'est pas tout à fait satisfaite. J'ai comme l'impression que cela dérange Akli Amrouche. Bonsoir. Bonsoir. Justement, identité algérienne existe-t-elle aujourd'hui depuis l'indépendance? Comment vous la définiriez? Comment est-ce que vous l'approcheriez? Moi, je l'approcherais plus du point de vue sociologique. On en parlait tout à l'heure. Parce que tous ces espaces qu'on est en train de produire, je ne parle pas des centres-villes,
Mais toutes les extensions qu'on trouve un peu dans toutes les villes d'Algérie, ils ont une âme quand même. Tout à fait. Peut-être leur identité est floue, parce que souvent, on a souvent affaire à des quartiers inachevés, en mutation. Hein, ça fait quand même quelques dizaines d'années, enfin au moins 2 décades, 2 décennies, ou 3 décennies, où des quartiers sont toujours en mutation. C'est-à-dire que c'est des choses qui se transforment de façon très lente, mais je pense que la substance, elle y est. Et les gens arrivent, ils arrivent quand même à se faire des habitudes, à se faire des petites traditions comme ça dans ce genre de quartier. Les gens doivent s'organiser. Et je pense que c'est possible. On a fait quelques expérimentations, que ce soit sur... Vous aviez entre autres parlé pendant ces dernières années de cet autre Alger à travers ce long projet qui allait complètement chambouler notre paysage et notre paysage architectural et urbaniste. C'est Alger Horizon 2035. Et puis après, on avait parlé d'Alger Horizon 2045. Que dis-je, Akli Amrouche. C'est le projet stratégique d'Alger, c'est vrai qu'il a quand même opéré une certaine rupture avec ce qui se faisait avant. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas qu'Alger. C'est quoi cette rupture? Parlez-moi de cette rupture. Justement, qu'est-ce qui a fait qu'il y ait cette rupture? Le projet sur Alger, c'est pour ça qu'il persiste et il se poursuit aujourd'hui. C'est qu'on a pu poser une vision plus ou moins partagée par tout le monde. C'est qu'on veut arriver à telle étape du développement de la ville. Et donc, ça a fait adhérer quand même les autorités déjà, qui continuent à appliquer ce plan. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites, qui se sont réalisées. Tous les espaces publics qu'on voit aujourd'hui, quand même, c'est des apports non négligeables en matière d'espace public. On a repris langue avec la mer. Il y a des projets aujourd'hui assez structurants qui commencent Alors qu'on s'est souvent posé la question sur est-ce que l'Algérois tourne le dos à la mer? Quel est son rapport à la mer? Maintenant, enfin, de plus en plus, on retrouve la Méditerranée. En dialogue avec la mer aujourd'hui, avec les éléments? Ça reprend, ça va prendre du temps. Il y a peut-être des maladresses à gauche, à droite, mais disons que le potentiel est là, il est toujours intact. On n'a pas encore saccagé ce qu'il y a. Et avec le temps, va tout s'en va, mon cher ami. Comment? Avec le temps, va tout s'en va. Surtout qu'aujourd'hui, faut-il également préciser que nous évoluons sur un espace sismique très important aujourd'hui. Ouais. Qu'en est-il de la valorisation et de la protection de notre bon vieux bâti, alors que Alger, aujourd'hui, pourrait, d'après Haroun Tazieff, disparaître dans moins de 100 ans? Aujourd'hui, les normes de construction sont de plus en plus sévères. Donc, il y a déjà récemment, il y a un règlement parasismique qui a été revu, qui a été durci, en tout cas en termes de nouvelles réalisations. Moi, je fais plus référence au bon vieux bâti. Alors, la Casbah, entre autres, qui revient toujours au centre des débats dès qu'il en est question. Effectivement, il y a toujours ce risque. C'est tout à fait normal. On ne sait pas quel séisme on va recevoir. Mais voilà, donc il faut faire avec. Les anciennes structures sont toujours debout. Je veux dire, si bien sûr le travail d'entretien qui est en train de se faire au centre-ville est salutaire. Et Moukhan Fouf qui a travaillé justement sur la réhabilitation de beaucoup d'immeubles d'Alger depuis 2017. Allez, un bilan s'impose, monsieur l'architecte. D'exception, disait l'Abdi Marhoum. C'est gentil. L'opération marche assez bien. Elle a permis déjà de révéler que l'état du bâti est plus alarmant que ce qu'on pensait. Les premières opérations consistaient à reprendre des parties communes. Actuellement, un grand nombre d'opérations reprennent des planchers complets sur des immeubles y compris de grands boulevards. Les planchers complets sont démontés et refaits, donc ça prouve bien Mais Alger, ça n'est pas seulement les grands boulevards, c'est des rues, c'est des ruelles, c'est des... Exact. Donc il y a une première partie qui est faite. Et quand je parle d'Alger, je pourrais également parler d'Oran, de Constantine, de Annaba. Et vous savez, le patrimoine des régions du Grand Sud, c'est un débat sur lequel nous reviendrons certainement. On en est où aujourd'hui en 2026? Il faudra un jour passer de l'étape de la rénovation des bâtiments, qui est absolument indispensable. C'est vraiment le b.a.-ba, sans quoi rien ne pourrait se faire, à la réhabilitation du tissu. Parce que ce qui est important dans ces bâtiments, ce n'est pas les logements eux-mêmes, qui ont souvent un intérêt presque anecdotique.
Ce qui est important, c'est la qualité du tissu. C'est cette qualité de tissu qu'il va falloir revivifier. C'est un phénomène auquel personne ne parle actuellement. Les centres-villes dans toute l'Algérie sont en train de dépérir. Il y a urgence aujourd'hui. Nous en parlons depuis une dizaine, voire même une vingtaine d'années. L'activité commerciale des immeubles baisse. sont en train Non, de tomber. pas uniquement les immeubles qui tombent, mais l'activité commerciale baisse. L'attractivité globale des centres baisse considérablement. On en ferait la mesure très rapidement et très simplement en prenant la valeur marchande ou vénale d'un appartement en centre-ville et d'un appartement en grande banlieue. On serait étonné des différences et de l'évolution des coûts. Ça traduit bien le désintérêt pour les centres-villes. Ce désintérêt pour les centres-villes, lui, aura un impact à plus long terme, dans une dizaine d'années, il aura un impact, lui, dramatique. C'est-à-dire que ce qui s'est passé pour la ville médiévale va se passer à son tour pour les centres-villes plus récents, le désintérêt provoquant ensuite l'abandon. Sauf si on passe à une politique de réhabilitation. de renouvellement urbain aussi, parce que Alger reste quand même... il reste des espaces encore qui sont... À l'image des autres villes aussi. Hein. Tout à fait. À l'image d'autres villes. Revitaliser, c'est aussi une politique globale. Je veux dire, il faut avoir une vision, toujours cette histoire de vision. Est-ce que cette politique globale existe aujourd'hui Comment ? Est-ce que cette politique globale, cette vision globale, existe aujourd'hui pour la sauvegarde de nos villes et de notre patrimoine ? Moi, ce que je constate, c'est que sur Alger, il y a le plan qui continue, donc le plan qui a été fait à l'époque de Haddo, le wali, qui est passé sur Alger, qui a été approuvé en 2016, et il continue à exister. Il y a eu une petite période de flottement pendant le Covid, mais là, on est en train de reprendre. Moi, ce qui m'inquiète, c'est les autres villes, les autres grandes villes, où jusqu'à aujourd'hui, peut-être Oran, on a vu quelques projets comme ça, on ne sait même pas d'où ce qui sont venus, peut-être des investisseurs privés, je ne sais pas. Mais sur les autres villes, c'est ça qui m'inquiète, c'est qu'on n'a pas pris la leçon d'Alger, alors qu'elle est intéressante. Je veux dire, on pourra la dupliquer sur d'autres villes et lancer, pourquoi pas, des réflexions, peut-être aussi des concours d'idées, ou qu'est-ce qu'on veut de ces grandes villes, qu'est-ce qu'ils doivent devenir. Donc, à Naba, par exemple, il y a eu récemment Wali, qui est aujourd'hui ministre des Travaux publics, qu'on salue, qui a demandé qu'une démarche se fasse. Une véritable vision, un véritable projet concernant les villes. Tout à fait. Bon, on a essayé de l'accompagner, un peu l'aider aussi à réfléchir sur qu'est-ce que peut devenir, par exemple, le centre, où il y a beaucoup de problèmes. Hein, au centre une très belle ville, une ville rare où on a l'accès à la mer directe sur une partie de la ville et sur une autre partie plus industrielle qui est en mutation et dans laquelle on se demande quoi faire. Et donc c'est ce type de réflexion, je pense qu'il faut les lancer un peu partout en Algérie, dans toutes les villes du nord, du sud, des hauts plateaux. Il y a même la géopolitique qui rentre en jeu aussi. On reparle aussi des villes, de la ville nouvelle de Bourzoul. On parle moins de la ville de Hassim Saoud, par exemple. Je veux dire, ces sujets-là méritent des réflexions assez poussées, parce qu'il y a moyen de se lancer vraiment de plein pied, mais de façon très engagée sur le chemin du développement. Moi, je tiens à rassurer nos téléspectateurs, il n'est pas question de tremblement de terre, mais tremblement de cœur. Et ce cœur, justement, nous avons eu un coup de cœur pour l'ouvrage Palabra algéroise de Habib Ben Koula El Arbi, Conversation sur l'architecture, qui a conditionné, vous avez certainement compris quand je vous parlais d'ossature d'émission, qu'il était question d'architecture aujourd'hui. Cet ouvrage, en vente libre chez les bons libraires, c'est paru aux éditions Barzakh. Habib Ben Koula, je reviens à vous. Parlez-moi justement de ce rapport qu'entretient l'Arbi Merhoum avec Alger. Ça, c'est ma première question. Puis la seconde, avant que je m'oublie, surtout son rapport et son amour sans fond pour Pouillon, Le Corbusier et Jean-Jacques Deleuze. L'Arbi... Bon courage. Oui. Là, tu me poses une question difficile alors que j'étais moi censé poser des questions difficiles et incompréhensibles. Mais aujourd'hui, c'est une psychanalyse de groupe que nous proposons à nos téléspectateurs. Et non, l'Arbi, je me suis rendu compte très très vite qu'il avait un rapport
pas qu'émotionnel à Alger, c'est un rapport qui le... Mais c'est viscéral en lui. Quasiment, Hein. c'est viscéral Ouais. quasiment. Et je me suis rendu compte très 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 vite que c'est plus facile de le faire parler sur Alger que de le faire parler d'Alger que d'une autre ville, et parce que c'est une ville qu'il habite quasiment. Il est habité par Alger, il est hanté par Alger. Et par contre, peut-être là où j'ai été personnellement, les petits écarts que j'avais par rapport à toi, Al-Arbi, c'est que moi, je ne me suis jamais installé dans le mythe d'une ville, en quelque sorte. C'est-à-dire que j'habiterai Alger comme j'habiterai Tlemcen, comme j'habiterai Oran, et par contre, je suis toujours dans un rapport de négociation avec la ville. Voilà, qu'est-ce que je peux apporter à la ville et en contrepartie, qu'est-ce qu'elle peut me donner. Et c'est vrai que, et c'est pour cette raison que j'ai été très attentif aux propos de mes amis. C'est vrai que je me pose aujourd'hui sincèrement la question de ce que j'oserais appeler le ratage historique dans le domaine de l'urbanisme dans notre pays. C'est-à-dire que, comment je l'expliquerai gentiment, on a développé un rapport plutôt, je pense, un rapport plutôt techniciste et matériel aux villes. Et on n'en est pas sorti. Alors que là où les politiques de la ville réussissent, c'est que les rapports sont à la fois culturels et philosophiques. Et donc nous... Et voilà la philosophie qui revient au centre des débats. On parle Et plus de forte, philosophie. C'est devenu rare de parler de philosophie. La dernière fois, j'ai vu un responsable du ministère de l'Éducation, je crois qu'il parlait de remettre plus de philosophie dans le système éducatif. Et franchement, j'ai apprécié. D'ailleurs, on ne parle de philosophie qu'entre nous, je veux dire. Exact. Alors que c'est... Non, mais alors, écoutez, sans philosophie aucune, une parenthèse. sans philosophie aucune, le rapport qu'entretient l'Albi Malhoum à Alger aujourd'hui, conflictuel, passionnel. C'est un rapport d'engagé. C'est quelqu'un qui pense spontanément. Je crois qu'il a une sincérité qui lui permet de dire les choses sans installer de limites. Et cette attitude-là, je ne l'ai pas trouvée, par exemple, avec d'autres architectes que je ne citerai pas, ou avec qui j'ai eu beaucoup de difficultés à attirer quoi que ce soit. Non, ce qui qualifie l'Arbi, c'est son côté généreux. Il est très, très généreux en parole. Oui, des discussions qui ont duré des heures, des semaines et des mois, c'est normal. Hein. Qu'on a dû effectivement parfois même voir et revoir. Combien de fois lui-même disait qu'on devrait revenir sur ce point, reformuler, utiliser tel mot parce que c'est en s'acharnant à échanger entre nous qu'on s'est rendu compte que même les mots recèlent des imaginaires, sont imaginaires en eux-mêmes. C'est-à-dire ce sont des mondes, ils ont une dimension cosmique. Qui est très forte. Et donc, si jamais on utilise un mot à la place d'un autre, déjà, on ne dit plus la même chose. Et son regard, et surtout, il s'est illustré souvent à la lecture de son ouvrage sur Le Corbusier, sur Pouillon, et sur son maître à penser, Jean-Jacques Deleuze. Oui, alors, ça, c'est un autre sujet, encore par rapport à ce que mes amis disaient. Par exemple, moi, je suis très réfractaire à la question de l'identité de l'architecture ou de l'urbanisme. Attendez, il en parle, il dit toutes les villes modernes ont pu se développer ou développer une identité puissante que quand elles ont reconquis leur centre historique. Oui. Après, il faut se rendre compte qu'il y a un discours dominant qui emballe tout le monde et qui finit par panurger tout le monde. Et prendre du recul par rapport à ces discours dominants, c'est très difficile de... Pour l'Albi Malhoum, la modernité, c'est comment dire, il le disait, la modernité, c'est d'abord une attitude et non un style. Hein. Alors, si tu permets, j'ai juste quelque chose à dire, notamment par rapport à
à Deleuze. La force tranquille. Oui, la force tranquille. C'est que Deleuze, si j'ai bien compris en le lisant et en le relisant, il a une capacité monstre, il a une capacité colossale de se représenter les choses à l'échelle du local. Et d'ailleurs, l'expérience qu'il a eue avec Sidi Abdallah, qu'il a fini par rejeter, est très significatif en ce sens-là. Quand il a commencé à dessiner Sidi Abdallah, il tenait énormément à ce que les expressions architecturales soient des expressions de Sidi Abdallah et pas d'ailleurs. Et ça, c'est quelque chose de, j'allais dire, de fondamental qu'on ne voit pas suffisamment chez les autres architectes. Et je reviens toujours sur la question de l'identité. Quand mon ami disait que Tunis est différente d'Alger, Ravero, il a dit quelque chose qui est de l'ordre de la palissade, en quelque sorte. Hein, quand il disait que le site créa la ville. Oui, je suis d'accord, mais le site crée toutes les villes. C'est le site, le déterminisme physique, comme l'appelait d'ailleurs André Ravero, a une influence remarquable sur la composition des villes. Le gros problème que nous avons actuellement, et ça c'est pour revenir à un propos que tenait mon ami Larbi, je tiens à dire mon ami, comme ça il ne se met pas en colère contre moi, tout à l'heure, c'est que on n'est plus dans le contexte des sociétés qui se fabriquent elles-mêmes leurs villes. Et l'échec de l'enseignement et de l'architecture et de l'urbanisme tourne autour de cette question. C'est-à-dire que quand on enseigne, on mythifie toujours la production des anciens. Les Mozabites ont fait ceci et cela, etc. Et ça, ce sont des sociétés qui étaient à des échelles, j'allais dire, humaines, et on pouvait aussi fabriquer des choses à l'échelle de l'homme. Et le mot société en lui-même prend du sens avec des exemples comme cela. Là où personnellement je dis que les architectes, y compris les urbanistes peut-être, sont en train de rater quelque chose de fondamental, c'est par rapport à l'action de l'État que je trouve personnellement plus réelle que celle des architectes et des urbanistes. C'est-à-dire que même s'ils n'ont pas réfléchi dessus, ils ont compris à un moment donné qu'on ne peut plus faire des démarches de production de villes, et même que le mot ville ne veut absolument rien dire pour de très nombreux spécialistes en la matière, d'ailleurs même Henri Lefebvre le disait dans les années 60. Moi je préfère dire la production de l'urbanisme, c'est-à-dire que le souci pour moi fondamental, c'est de me poser la question suivante qui est: à quel moment un urbanisme fait ville ? Et est-ce que tous les urbanismes sont appelés à être des villes ? Et chaque question va certainement donner naissance à des émissions. Hein. Oui. Ça, je tiens à le dire. Sauf que ça a duré quelques années. Ah ben, je crois. Alors, simplement, surtout que nous n'avons que moins d'une heure, justement. J'aimerais bien revenir sur le style et la modernité. Parce qu'il disait que ma modernité est synonyme de progrès pour le plus grand nombre et pas une vitrine pour les plus nantis. Ne seriez-vous pas un peu utopique, l'Arbi Marhoum? Alors, j'aimerais revenir sur un certain nombre de questions. Effectivement, je regarde aujourd'hui ce qu'on a écrit il y a quand même quelques années avec un regard qui est un peu différent. Ce qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est que la ville, c'est avant tout une équation complexe et des acteurs complexes. Et vous vous appuyez souvent sur Le Corbusier, je le disais encore une fois. Oui, mais bon, Le Corbusier, il est plus intéressant par les questions qu'il pose que par les réponses qu'il apporte. Effectivement, sur les 5 points qu'il a énoncés comme étant la base de la nouvelle architecture qui rendrait heureux l'homme. Il a bureaucratisé à sa manière l'architecture. Un peu, c'est-à-dire il a été pris à son propre jeu et c'est devenu plus une posture qu'une véritable valeur ajoutée. Mais quand il pose des bâtiments sur des pilotis, c'est qu'il considère que le sol est un sol, il a pratiquement anéanti la notion de spéculation foncière en considérant que les rez-de-chaussée devaient appartenir à tout le monde. C'est une utopie de considérer qu'on peut avoir un sol qui vaut zéro quand on sait aujourd'hui de tout temps qu'un mètre carré quelque part coûte 100 fois plus un mètre carré ailleurs. Et donc cette idée que l'homme peut se départir de l'économie de la spéculation foncière et tout ça, on peut considérer que c'est une idée généreuse, mais qui reste une idée utopique. Ce que je veux dire, c'est que si on considère par exemple Alger, parce que je suis d'Alger,
Vous le dites et vous le redites. et voilà, si on vous appuyez considère- là-dessus dès les premières pages de votre Karim ouvrage. Bouchenfouf parle de structure, parle de tissu. Le tissu, c'est un rapport à l'économie, à la société, à la parcelle dont on découpe le territoire, comment on le vend, comment on l'achète, comment on le loue. Chaque mètre carré, où il génère un revenu, où il génère un impôt, en tous les cas, il génère une dépense et une création de richesse. Cette idée que le territoire fabrique de l'économie et donc fabrique une société avec des enjeux économiques, c'est pour ça qu'il y a des quartiers populaires, des quartiers riches, des quartiers infréquentables et des quartiers où tout le monde veut aller. Cette idée que le territoire fabrique une société, mais en même temps une société fabrique son territoire, demande à ce que la question de la ville soit considérée dans sa complexité. Or, aujourd'hui, si on regarde un peu la part de fabrication des acteurs privés dans la fabrication de la ville, tout à fait comme pour l'économie, il semble qu'il y a comme une erreur de parallaxe sur combien la part des acteurs privés, qui soient bons, spéculateurs, tricheurs, ce qu'on veut, qui soient généreux, ce qu'on veut, les acteurs privés et le capital privé dans la fabrication de la ville. Et je pense que ce qui nous manque aujourd'hui, ce qui nous manque et ce qui n'a toujours manqué, c'est de considérer que l'équation économique complexe de l'Algérie, y compris dans son informalité en partie, la question de l'économie formelle et de l'économie informelle, elle rejoint la question aussi de l'urbanisme formel et de l'urbanisme informel. Je veux dire, les grands enjeux de l'Algérie d'aujourd'hui sont des enjeux réels. Effectivement, ça ne peut pas se régler dans un laps de temps. laps de temps, mais on est sur la question réelle de quels sont les acteurs qui fabriquent la ville, comment est-ce qu'ils peuvent ensemble fabriquer de la ville. Or, aujourd'hui, et depuis longtemps, depuis très longtemps, on a tout le temps considéré il y a l'action publique pour le logement social, le logement public, et c'est que la responsabilité de l'État, et il y a l'action du privé qui, elle, est considérée avec un regard un peu d'affairistes, ou alors ils ne sont pas considérés comme étant des acteurs aussi importants et aussi indispensables à la ville. Tant et si bien que nous avons des actions sur le territoire qui fabriquent des tissus différents. Vous allez à Al-Hamiz, par exemple, c'est devenu un vrai centre urbain économique. Quand on voit comment est-ce qu'il s'est fabriqué, quelles sont les populations et les enjeux économiques qu'il a réglés, on va à Medina Jdida, on va à la ville nouvelle de Ali Menjli, et c'est ce regard-là qu'il faut porter, c'est-à-dire nous faisons tous de la ville. Par contre, quels sont les buts avoués ou inavoués que le pouvoir, les pouvoirs publics doivent, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est-à-dire ce pourquoi on fait la ville, ça ce sont de vraies questions que les architectes et les urbanistes doivent se poser. Donc, regardez d'une manière tout à fait critique ce qui se passe, et ça. Mais il faut creuser, regarder quels sont les enjeux, quels sont les acteurs et comment est-ce qu'on peut. Le plan stratégique, dans ce sens-là, il a essayé d'en faire une question un peu plus complexe que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On dit souvent que le diable se cache dans le détail, Habib Benkoula, où se cache l'ego de l'Arbi Barhoum dans l'acte de penser et de dessiner et de réaliser. Parce qu'il disait, les architectes sans égaux, comme Ravero, n'ont pas d'ego. Il a fait de l'architecture au service de l'homme, un sacerdoce. Ce n'est pas un truc de com pour lui. Je pense que sa force d'esprit est rare. Il est toujours difficile pour un architecte de talent de s'effacer. Ce n'est réellement pas le cas de l'Arbi Barhoum. Oui. Encore une fois. Serait-il dans une forme, serait-il dans un ego démesuré jusqu'à. Il ne faut pas me faire dire des méchancetés quand il est là. Mais tout est dit dans l'ouvrage. Oui. L'ego, on ne peut pas s'en débarrasser. De toute façon, une personne lambda n'est pas normale si elle n'a pas un minimum d'ego. Le gros problème, c'est quand cet ego, on ne sait pas le contrôler et qui prend une ampleur démesurée. Il y a des architectes qui ont des égos très forts et ça devient même le motif principal de leur échec dans leur vie d'architecte. Non, Marhoum, il a un ego que je qualifierais personnellement de positif parce qu'il essaye de réfléchir large,
C'est ce que d'ailleurs a repéré Rachid Sidi Boumediene, Allah yarhamou. Il en dit même que c'est le plus sociologue des architectes et lui-même il renvoie la balle à la politesse à Rachid Sidi Boumediene en le qualifiant de plus des architectes des sociologues. Et ce qu'il y a de très bien avec lui, c'est que dans le discours qu'il fait, il rend compte de toute la complexité de la population algérienne. Et je préfère dire population parce que on ne se rend pas compte que ce mot société, il a un côté pervers, théorique très pervers. Comme si on voulait absolument caser une population dans une somme de valeurs qui fait justement l'identité idéologique que les uns et les autres revendiquent. Moi, le mot identité me fait très très peur parce qu'il renvoie en général à des Serions-nous dans les identités meurtrières comme Tout à fait. Tout à fait. Le mot identité, pour moi, je le renvoie plutôt à une dimension philosophique dans le sens où il signifie égalité. Là, ça m'intéresse. C'est-à-dire à quel moment une population est égale aux produits qu'elle fait. Là, ça m'intéresse. À un moment donné, vous avez posé la question, donc justement, à l'Arbi Marhoum, vous avez psychanalysé d'une façon pas seulement architecturale, ça je tiens à le dire, mais bon, ça ne sortira pas d'Algérie. Vous avez parlé d'Alger, de son plan stratégique, et vous lui dites, tu aimes Alger sans aucun doute, je l'ai senti dans ta manière d'en parler, avec beaucoup de passion. D'ailleurs, tu te définis comme architecte algérois. Alors justement, aujourd'hui, on se pose la question, quelle est la différence, selon vous, avec les architectes algériens ? Le fait de s'identifier à tout ce qu'on disait tout à l'heure, au caractère physique de la ville. Oui. Je vais corriger, au caractère physique de l'urbanisme. Je m'explique ouvertement, c'est-à-dire que cet urbanisme que nous avons hérité, reçu de la période de la colonisation a cessé d'être ville et est devenu pour nous un urbanisme tout court. Maintenant, la grande question, c'est-à-dire sur laquelle la plupart, me semble-t-il, n'ont pas travaillé, j'ai eu une petite discussion autour de ça avec Rachid Sidi Boumediene, Allah yarhamou, et il a dit oui, ça c'est une grande question qu'on n'a pas suffisamment creusée, qui est qu'est-ce qu'on a fait de si particulier justement pour que cet urbanisme devienne une ville pour nous. Moi, j'ai comme l'impression qu'on n'a pas fait grand-chose. Oui. C'est-à-dire qu'on a habité les urbanismes européens datant de la période de la colonisation tout simplement par intérêt pratique. Là où je disais que nous sommes dans un ratage historique, c'est par rapport à la culture de la ville. Et si ces centres-villes tant vantés par les uns et les autres, qui me semblent pas très nombreux dans la population nationale algérienne ne sont pas nombreux, sont désertés, c'est parce que, et ça les anthropologues l'ont vu, à la différence des architectes, c'est que les Algériens s'identifient à ce qui est nouveau. Ils ont envie d'habiter un appartement qui soit neuf, même s'il n'a pas toutes les valeurs, toute la richesse des anciens appartements, se déplacer dans le neuf. Ça a été l'une de mes premières questions sur notre rapport justement au vieux bâti, à l'histoire architecturale et patrimoniale. C'est pour ça que je n'ai pas voulu te répondre directement à ta question, parce que je voulais d'abord entendre les propos de mes amis et voir jusqu'où on peut aller justement avec cette histoire de l'identification à l'urbanisme. Moi, je le vois au il y a quelque chose qui relève de l'anthropologique, plus que du sociologique. Y a-t-il un rapport étroit entre les sociologues, les anthropologues et les architectes ? Oui. Bien sûr. Oui. Ouais. Oui et non. Ils dictent, ils parlent beaucoup, ils définissent toutes les politiques de l'habitat, des politiques de manière générale, parce qu'en général, lorsqu'on part sur des grands projets, les gens sont consultés, toutes les branches sont consultées. Mais comme je disais tout à l'heure, à la fin, lorsque tout le monde a donné son avis, il y a une seule personne dans la salle qui sait faire le PV de la réunion, parce que le PV n'est pas écrit, il est dessiné. Et le seul qui sait dessiner, qui sait porter ça sur un document, c'est l'architecte. Et donc ce qui se passe souvent,
et c'est là que le problème de l'ego revient. Ce qui se passe souvent, c'est qu'on le met devant des impasses. Il n'arrive pas à lui poser quelque chose de cohérent. Et donc, il pose sur ces incohérences un ego pour essayer de dépasser cette situation d'impasse. Mais malheureusement, Et c'est pour ça que passent les projets sur lesquels l'architecte a le plus d'ego. Parce qu'en fait, on n'arrive pas à dépasser nos propres incohérences. mais malheureusement, c'est le caractère technocratique du métier d'architecte que redoutait profondément Fernand Pouillon quand il est passé par l'Algérie. Ça, c'est pas de l'architecture. Je vous dis encore une fois, en Algérie, constamment, on passe de l'architecture à l'urbanisme, et ce sont deux choses tout à fait différentes, fondamentalement différentes. En architecture, on va comparer deux logements. Si je prends un logement rue Burdeau et que je prends un logement à Haoucherih, le logement de Haoucherih est 20 fois supérieur au logement de la rue Burdeau. Le problème ne se pose pas du tout. Rue Burdeau, j'ai une maison en face, 6 mètres en face, j'ai 5 minutes de soleil dans la cuisine 2 fois par an, et j'ai un escalier qui fait 80 cm. J'ai des problèmes d'eau, j'ai des problèmes d'assainissement, j'ai des problèmes d'isolation acoustique. Les pièces sont toutes petites, elles font moins de 9 mètres carrés. Le séjour fait 15 mètres carrés. Vous savez, nous avons un problème du minutage. On arrive déjà à la fin de l'émission de ce soir à travers cet ouvrage qui a réellement construit et porté l'émission de ce soir Culture Club. C'est Habib Menkoula, Al-Habib Merhoum, de grands trublions, grand curieux bien sûr des questions architecturales et humaines, palabres algéroises, conversation sur l'architecture. Une dernière question, parce que le réalisateur me dit que c'est vraiment la fin de l'émission. Vous avez travaillé sur le boulevard l'Arbi Ben Mehdi, la rue El-Arbi Ben Mehdi. Vous êtes le petit-neveu de l'Arbi Ben Mehdi. Le neveu de l'Arbi Ben Mehdi, justement. Travailler sur ce boulevard, sur cette histoire de la ville d'Alger, ça a été pour vous un honneur et j'imagine beaucoup de responsabilités. Le mot responsabilité n'est pas petit. Effectivement, quand mon ami Taïb Zetouni, qui était alors président de l'APC, m'avait proposé de travailler sur une dent creuse, un bien 100 mètres, une fois qu'ils ont fait toute la procédure notariale pour définir le bien 100 mètres, il m'avait demandé de travailler dessus. Alors, s'est posé la question, quelle architecture dessiner sur la rue l'Arbi Ben Mehdi? Et en fond de scène, je me suis trouvé dans la situation suivante. Si passer de la rue d'Izli à la rue l'Arbi Ben Mehdi, il suffisait d'enlever une plaque et d'en mettre une autre, et que la question était réglée. Sur la question de l'architecture, les choses étaient un peu plus compliquées. C'est-à-dire que quelle architecture, quelle attitude avoir vis-à-vis de ces territoires qui ont été dessinés par les Européens, pour les Européens, mais pour lesquels les Algérois ont fini par s'y attacher. Aujourd'hui, quand un Algérois te dit « je suis Algérois », souvent il pense à la rue l'Arbi Ben Mehdi, à la rue Didouche, à la place des Martyrs, et il considère que ça fait partie de son ADN. Donc la question qui s'est posée sur ce projet-là, c'est vraiment lié à quel type d'architecture dessiner. Alors, il m'avait bien proposé... Moi, je faisais beaucoup plus référence à l'émotionnel et à l'hommage que vous rendiez à votre oncle Arbi Ben Mehdi. C'est une vraie responsabilité, parce que dessiner une architecture, c'est poser quelque part une hypothèse, entre guillemets, mais je mets 50 guillemets, d'identité. Et il m'a bien proposé d'aller chercher du côté de l'architecture de la Grande Poste ou des galeries algériennes devenues le MAMA, considérant que c'était l'écriture architecturale la plus algérienne par rapport à ce qu'il pensait. Et on a discuté longtemps pour lui expliquer que finalement, s'il y avait quelque chose, entre guillemets, un fond en écriture, c'est bien la Grande Poste. Donc ça a été le sujet avec lui de grandes discussions d'architecture. Et bien sûr, je me suis fait aider par mon ami Karim Bourfouf, qui avait encore un peu d'ascendant sur les gens qui réfléchissaient à l'architecture, pour pouvoir sortir un bâtiment qui soit... Alors j'utilise ce mot avec beaucoup de précaution. On le voit sur... contemporain, on va dire ça. Sur la couverture de votre ouvrage. On va dire ça comme ça, contemporain. C'est un bâtiment qui en même temps respecte l'échelle du lieu, respecte une espèce de familiarité d'écriture, mais en même temps il s'inscrit
comme un bâtiment qui répond déjà à l'objectif de pouvoir éclairer sérieusement. C'est là où on a quand même de grandes parties qui sont vitrées. Mais en même temps, il travaille sur cette idée que il doit exister en tant qu'objet, mais il doit aussi exister en tant que note musicale dans une partition qui le dépasse. En tout cas, l'objet est là, chez les bons libraires. L'objet est là. Je regrette qu'il ne soit pas utilisé comme il avait été pensé, parce qu'aujourd'hui, l'APC d'Alger Centre a décidé d'en faire un bâtiment administratif, alors qu'il était conçu pour être une espèce de petit foyer de subversion culturelle. Le bâtiment, il est là. J'attends avec impatience l'usage pour lequel il a été dessiné, mais ça viendra. Très bien, Palabre algéroise nous a réunis ce soir. Un grand merci à vous, l'Arbi Marhoum. Merci également à vous, Habib Benkoula. Voilà, c'est vraiment psychanalyser le métier de l'architecte. Et je le disais au sommaire de l'émission, c'est un ouvrage, un objet, le livre bien sûr, qui ne s'adresse pas seulement aux architectes, mais également aux profanes que je suis, que vous êtes également. Un grand merci Kalim Bouchenfouf. À bientôt, j'espère. Vous savez, apparemment, quand on est face à de grands curieux des questions culturelles, 1 heure ne suffirait pas, comme le dit si bien le réalisateur. Un grand merci à Clé Amrouche. Sur cette histoire juste d'identité, je pense que ce qu'a décrit l'Arbi sur l'identité des centres-villes, aujourd'hui, je pense que le défi, il est ailleurs. Il est ailleurs, oui. Il est ailleurs, dans nos périphéries. C'est là où il y a un territoire d'expérimentation. Et j'ajouterais à cette notion d'identité qui peut être effectivement dangereuse, la résilience des citoyens. Et c'est que les villes de demain seront ce que voudront en faire les citoyens et les habitants de ces quartiers. En tout cas, je vous promets de répondre à d'autres questions et de provoquer d'autres débats, ici même sur Canal Algérie, je le dis souvent en général, et dans Culture Club en particulier. Voilà donc la fin de l'aventure, la fermeture des portes de votre Culture Club. Merci d'aller pousser les portes de votre libraire cette fois-ci pour demander l'ouvrage de Habib Benkoula et de l'Arbi Marhoum, Palabre algéroise, réflexion sur les architectures. Je vous souhaite une très bonne nuit avec la suite des programmes de Canal Algérie. Et au passage, si vous avez manqué cette émission et si nous vous manquons, sachez qu'elle sera rediffusée le jeudi matin autour de 11h. À la prochaine. Merci à vous, merci messieurs. À la semaine prochaine.